Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Geoffrey Clamour. Bonjour Geoffrey. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Les Marneurs avec Julien Roman, lequel est architecte HMONP. À chaque fois, j'inverse le O et le M, je ne sais pas pourquoi. Et urbaniste DSA et Antonin Amiot, qui lui est paysagiste concepteur et urbaniste, DSA aussi. Votre agence est basée à Paris et Bruxelles, donc Les Marneurs, qui mènent des projets à des échelles très variées. Pour exemple, des espaces publics à Bruxelles, parcs productifs, parcs agricoles, architecture, micro-architecture, etc., etc. Cette année, les Marneurs font partie du palmarès des 100 qui font la ville par trait urbain. On va commencer par le début. Avec plaisir. Alors, quel est ton parcours, celui de tes associés, votre jeunesse à tous les trois, si tu peux parler en leur nom, mais autrement, vous serez bienvenus dans une autre émission. Et où s'est ancrée votre envie d'architecture tous les trois et quelles ont été les études ? Oui, en effet, je parlerai un petit peu de mon parcours et de mes deux associés. Donc voilà, moi je suis architecte, donc moi je suis diplômé de l'école d'architecture de La Villette. Et puis, comme mes deux associés, j'ai suivi un post-master en urbanisme à Marne-la-Vallée. Et puis, donc moi j'enseigne aujourd'hui à l'école d'architecture de Nancy en projet. Et j'interviens aussi à Centrale Supélec au sein d'un TD sur en gros des passerelles expérimentales, mais j'y reviendrai un petit peu après. Et donc moi, voilà, avant de monter les Marneurs, donc c'était officiellement il y a presque 3 ans, j'ai travaillé en fait pendant quelques années à Rotterdam dans une agence qui s'appelle Star Stratégie Architecture. Et on travaillait beaucoup sur des questions de logement, la réinvention un petit peu du logement en France ou sa déstandardisation. Et on travaillait notamment dans l'atelier international du Grand Paris, pour l'atelier du Grand Paris, entre autres. Et donc c'est une agence qui continue à beaucoup travailler en France. C'était assez enrichissant parce que Rotterdam, ça reste un petit peu la capitale, un petit peu presque symbolique de l'architecture, je dirais en Europe, avec toutes les grandes agences de l'OMA, MVRDV, Campétil. Puis il y a des super agences aussi de paysages, comme Lola. Oui, l'aménagement du territoire est très en avance sur toutes les problématiques de l'eau, c'est ça ? Exactement. Et cette problématique de l'eau que nous, on investit de plus en plus, presque depuis le début avec les Marneurs. Donc voilà, pour le parcours. Alors, est-ce qu'on peut remonter jusqu'au désir d'architecture ? Peut-être l'enfance, quand tu es arrivé dans ton parcours, l'envie de faire architecture. Oui, bien sûr. Et là, j'entends un accent du Midi. Exactement, voilà. Ouais. Moi, je suis originaire de la ville d'Arles. La très belle ville d'Arles. Voilà, la très belle ville d'Arles qui est aussi en train de devenir une ville un petit peu en pointe sur, on va dire, la création et l'art contemporain, et à travers tout ça aussi l'architecture, puisqu'il y a de grands noms qui sont en train de construire à Arles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Ça, c'est des projets qui font polémique, mais là on va avoir Tadao Ando qui est en train de construire une fondation d'art contemporain. Donc oui, du coup moi mes premières envies d'architecture, je crois que la première envie ça a été justement à Arles, parce que j'étais dans une classe d'art plastique, un peu spécialisée d'art plastique dans mon collège, et puis on était allé notamment rendre visite à François Seigneur, qui a pas mal travaillé avec Jean Nouvel
au tout début de sa carrière sur le Nemosus notamment, et on est allé visiter son agence qui était sur le bord des quais du Rhône. Et c'était assez fascinant parce que c'était une époque très particulière qui était un petit peu à la bascule entre on va dire la façon ancienne de faire de l'architecture, la table à dessin, les dessins à l'aquarelle, les maquettes, donc qui sont restés mais encore plus avant, et puis l'informatique qui arrivait déjà. Et donc voilà, ce lieu m'avait fasciné, un petit peu comme quand, je sais pas, on rentre dans une cuisine d'un grand chef. Voilà, c'était un petit peu voir ces coulisses qui m'avaient finalement fasciné. C'est vrai que, en tout cas, à une certaine époque, quand on travaille, il y en a qui travaillent encore à la planche à dessin, l'aérographe, etc. La matière est aussi là, en fait, plus que l'écran. Ouais, tout à fait. Les matériaux tech. Dans un moment, aujourd'hui, de plus en plus, on s'éloigne de ça. Par exemple, donc à Rotterdam, juste en face de mon agence, il y avait un VRDV qui venait de réaménager son nouveau siège. Et une de leurs nouvelles politiques, c'était le travail sans papier. Et donc tout passe aujourd'hui, alors bon, en tout cas c'est l'idée, seulement par l'ordinateur. Il y a même une sorte de nouveau réflexe du zéro papier. C'est-à-dire que même les chargés de projet n'ont même plus de papier pour dessiner. Tout se passe seulement par le biais de l'ordinateur et de la souris. Je trouve que ce mouvement-là est intéressant. Et puis ça reste un peu paradoxal aussi parce que c'est vrai qu'on est dans un moment où dans la construction, il y a ce désir de matière qui revient de plus en plus. Et dans l'architecture aussi, on le voit dans les architectes qui viennent d'être nommés à l'écart d'argent. Donc PNG et Julien Boideau, on voit vraiment ce retour du matériau. Et on le voit aussi dans des expositions comme l'exposition sur la pierre au pavillon de l'Arsenal. Et puis à travers le matériau de réinvestiguer les territoires aussi. Voilà. Et parallèlement, on utilise de moins en moins le crayon ou la matière dans son agence. Donc il y a ce déséquilibre que je trouve intéressant. Tu avais quel âge quand tu as justement eu cette idée d'emprunter cette voie ? Je crois que c'était plutôt à la fin du lycée. En fait, la visite de cette agence chez François Seigneur, c'était bien avant. Mais le choix final, c'est vrai que ça a été plutôt au sortir du lycée. Je crois que j'étais un peu plus, je sais pas, soit ouvert, soit paumé par rapport à ce que je voulais faire. Et c'était soit devenir journaliste, le côté politique m'intéressait beaucoup, soit devenir architecte, parce que dans l'architecture, depuis le début, même naïvement, il y a une idée, c'est l'idée de l'intérêt public, moi, qui m'éveille avant tout, en fait. Et donc voilà, finalement, ça a été l'architecture. Et tes associés ? Mes deux associés, donc, on est 3 en tout. Donc on est 2 à Paris et 1 à Bruxelles. Donc le deuxième associé à Paris, c'est Julien Roman, donc, qui est aussi architecte comme moi et qui est urbaniste, qui enseigne à l'école d'architecture Paris-Est, donc en projet et puis dans le DSA en fait, d'architecture urbaniste, aux côtés d'Alain Trévelot de TVK. Et lui, il a travaillé avant de monter les Marneurs dans une super agence en Suisse, à Genève, qui s'appelle l'atelier Descombes-Rampigny, qui travaille toujours beaucoup sur la question de l'espace public, du paysage et de l'espace public, et qui est l'auteur d'un projet manifeste qui est la renaturation de l'Aire, qui était une rivière canalisée, qui a été renaturée. Et un projet qui fait un petit peu date sur ces questions-là de renaturation. Et puis cette fibre du coup sur l'espace public. Et Antonin, donc lui il est paysagiste, concepteur et urbaniste. Et lui, avant de monter les Marneurs, il a travaillé beaucoup à La Rochelle, dans une agence qui s'appelle Landscape, et dans une ONG qui s'appelle l'ONG Bleu Versant. Et eux, ils travaillaient beaucoup sur les questions liées à la submersion marine et à la gestion intégrée des eaux, alors des eaux pluviales, mais aussi des eaux de crue, de submersion. Donc plutôt à l'échelle d'un paysage ou d'un espace public. Donc ils ont refait par exemple tout le port de La Rochelle pour justement le rendre résistant aux futures submersions suite à la grande tempête Xynthia. Et en fait, ce sujet-là, c'est vrai qu'il nous a pas mal contaminés à l'agence. Et aujourd'hui, c'est devenu un des sujets qu'on investigue le plus, en fait, sur ces questions un peu de littoral et de réchauffement climatique, du coup de prospective. Finalement, vous êtes un peu dans la même trajectoire qu'Iris Chervet ? Oui, tout à fait. Ouais. À la fois les grands sujets qui peuvent nous intéresser, et aussi entre architecture, paysage et urbanisme, où finalement, c'est plus 3 compétences dissociées, mais on ne sait plus faire réfléchir l'une sans l'autre. Et en fait, je pense que la compétence du paysagiste est une compétence qui, depuis peut-être 5 ans, 10 ans, est en train de devenir de plus en plus centrale dans l'aménagement du territoire. Alors je dis 5 ans, 10 ans, c'est
bien avant, mais on le voit dans les marchés publics, aujourd'hui de plus en plus, sur des projets, des projets urbains, des projets d'aménagement. Celui qui est demandé comme le mandataire de l'équipe, c'est, on va dire, de plus en plus, je dirais à parts égales, maintenant de plus en plus, le paysagiste. Donc le paysagiste concepteur. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que le savoir du paysagiste, c'est un savoir qui est beaucoup plus justement lié au sol, au vivant et aux dynamiques. C'est un savoir qui est dynamique, qui est aussi très attaché à la botanique, mais aussi au mouvement que peut avoir un paysage, un territoire. Alors que c'est vrai que le savoir de l'architecte, c'est un savoir qui est plus attaché à l'architectonique et plutôt attaché à des choses fixes. Et je trouve que la rencontre entre l'architecte et le paysagiste, donc nous, ça a été notre cas dans le DSA d'architecte urbaniste, elle a été géniale. Parce qu'en fait, quand on se rencontre, il n'y a pas du tout de compétition, comme on peut, si je prends le cliché, la compétition entre l'architecte et l'ingénieur, qui est en train aussi de s'estomper de plus en plus, Oui. mais qui a vraiment existé et qui existe toujours. En France. Voilà, oui, en France. Et donc voilà, pour rejoindre le parallèle avec Iris, en effet, je pense qu'on partage un peu cette multidisciplinarité et puis cette envie de réfléchir le projet comme un tout à travers ces 3 compétences. Et est-ce qu'on ne va pas vers une manière de penser l'architecture qui est comme celle d'un champignon, d'un arbre, ou une architecture qui fait partie du vivant, tout simplement? Je pense que c'est un peu, on va vers ça, non? On est plus dans le mouvement, dans le changement, dans l'évolution, Ouais. Je pense que l'architecture peut-être devient plus dynamique. Je dirais pas redevient parce qu'elle a toujours été dynamique, mais en tout cas, je pense que c'est lié primo à la reterritorialisation, on va dire, de ces composantes, en gros, des matériaux et des filières. Donc on le voit. Donc nous, par exemple, là, on vient d'être retenu à Toulouse sur un grand projet pour un nouveau quartier qui va se développer pendant 25 ans. Donc nous, on est référent justement pour réfléchir à toutes les questions d'éco-construction et de filière. Et c'est vrai que on a pris un petit peu le parti, mais il y a aussi d'autres architectes qui travaillent vraiment sur ces questions-là, de réinterroger les filières, d'aller visiter la briqueterie, la scierie, de comprendre qui sait faire quoi dans un rayon de 50 km, qui sait assembler la terre crue, qui sait où est-ce qu'on peut aller épuiser la terre crue sur un site. Quel type de produit du bois le menuisier est capable de mettre en œuvre? Est-ce que le lamellé-collé à tel endroit peut être mis en œuvre ou pas? Quel type d'autres produits du bois on peut être capable de mettre en œuvre à un moindre coût avec des gens du coin? Et ça, donc moi j'enseigne à Nancy. Il y a des formidables architectes à Nancy de notre génération. Donc il y a Studio Lada par exemple, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui édite aussi, qui participe au mouvement de la frugalité heureuse, où ils refont aussi des cartographies des ressources, donc qui sont des sujets sur lesquels nous aussi on travaille à Toulouse justement. On a aussi beaucoup travaillé sur cette notion de cartographie des ressources, mais pas que, aussi des filières. Par exemple sur la paille. La paille, ça veut dire aussi pouvoir ressolliciter des agriculteurs ou des coopératives agricoles. Donc, en tant qu'architecte, ça veut dire aller voir des acteurs qu'on n'allait pas voir avant, qu'on n'imaginait pas pouvoir aller voir avant. Du coup, sur cette question-là, c'est une époque hyper, je dirais, réjouissante. Et puis, avec une envie, en fait, qui revient, une vraie envie. Et puis, juste, un deuxième facteur qui fait que l'architecture aussi est peut-être de plus en plus dynamique. Il y en a 10 000, mais une autre, c'est l'adaptation aux nouvelles conditions climatiques. Donc nous, on travaille beaucoup sur la question de la submersion marine et de l'inondation. Comment on peut réadapter de l'espace public, du paysage, mais aussi de l'architecture, avec des niveaux d'eau, par exemple, qui vont fluctuer sur 5 ans, 10 ans, 100 ans, au cours d'une journée. Et comment l'architecture, qui est par nature fixe, va pouvoir s'adapter finalement à ces conditions changeantes et qui deviennent de plus en plus changeantes. Voilà. Et un peu agressive aussi, en tout cas sur les littoraux. Oui, en fait, il n'y a pas une réalité, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, on pourrait dire que l'eau est agressive, par exemple, par son côté érosif. Ça, c'est plutôt sur du très long terme. Mais par exemple, sur le littoral, en fonction de là où on est, l'eau va plutôt générer des mouvements un peu comme à Venise, un peu comme des aqua alta. Est-ce que c'est violent une aqua alta? Oui, non. En tout cas, on peut vivre avec. On peut penser des manières de vivre avec. Là où c'est très violent, c'est par exemple dans les rivières, dans les mineurs, plutôt des régimes torrentiels,
où là, pour le coup, voilà, c'est le Var, c'est le jour où on a un aléa climatique qui peut devenir hyper violent. Et donc, en effet, les conditions climatiques, en fait, je pense qu'elles amènent l'architecture à, oui, soit réagir à des éléments qui vont être violents, soit à des éléments qui vont être beaucoup plus diffus. Diffus sur une journée, sur une saison, sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, la position de l'architecte, pour moi, elle est intéressante parce qu'elle ne peut pas être tranchée. Ça ne peut pas être la solution à l'architecture durable, c'est tout construire en bois terre-paille ou tout construire bioclimatique comme ça à un endroit. Mais vraiment, ce moment, je pense, qu'on vit là, il pousse l'architecte à vraiment redevenir hyper contextuel et surtout à se reposer à chaque fois, sur chaque projet, toutes les questions qui font qu'un projet peut être adapté ou pas à son contexte, mais pas seulement son contexte géographique, mais son contexte économique, climatique. Je trouve que du coup, cette période hyper prolifique et enrichissante. Et, voilà. Et puis peut-être aussi que les réglementations sont obligées de se redéfinir et ça devient plus facile d'être agile parce que beaucoup d'architectes, il n'y a pas si longtemps et encore maintenant, se trouvent beaucoup trop bridés par la réglementation. Oui, ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est oui, sur la réglementation, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Et par exemple, la rentrée en jeu de la réglementation environnementale 2020 va faire beaucoup évoluer la question des biomatériaux. Quoi. On parle beaucoup de matériaux on ne sera pas obligé de déposer à chaque fois une procédure adaptée pour faire passer une matière. Oui, et puis avec de plus en plus dans la philosophie de la réglementation, l'idée de diversifier les matériaux, de sortir de ce que vous disiez avant, un petit peu du tout béton, qui a nuancé aussi, je suis d'accord avec vous. Donc je fais aussi partie d'une association de professionnels qui s'appelle donc le Bêta. En gros, à la base, c'est des amis qui ont un peu eu envie d'expérimenter. Et on est en train de développer un festival qui va s'appeler le Festival des Utopies Constructives, qui vient d'être inauguré là, en partenariat avec la Sorbonne et le campus des métiers d'art et du design, le 1er décembre dernier. Et ça a lieu où ? À Richelieu, en Indre-et-Loire, donc qui est cette ville idéale construite par le cardinal de Richelieu, qui était une utopie en soi, et on s'est posé la question dans cette ville de comment on construirait de manière utopique aujourd'hui si on était le cardinal. Et voilà, bon, je ne vais pas raconter toute l'aventure de ce festival, mais l'idée c'est que chaque édition on travaille avec un laboratoire de recherche sur des questions de construction. Et la première édition, on va travailler avec l'ILEC, qui est l'Institut des structures légères donc de Stuttgart, qui était dirigé jusqu'à il n'y a pas très longtemps par Werner Sobeck, donc cet ingénieur génial. Et avec eux, donc on va travailler sur la question de l'optimisation du béton. Et eux, une de leurs recherches intéressantes, c'est de travailler sur ce qu'ils appellent des bétons à gradient fonctionnel. C'est-à-dire c'est des bétons dans lesquels on va pouvoir mettre la matière seulement là où on en a besoin et de créer en fait un peu des bétons de dentelle, des bétons poreux. Et on voit que du coup, dans le béton, donc il y a la question aussi des bétons bas carbone, il y a tout simplement la question aussi de réfléchir de la bonne place du béton dans le bâtiment. Mais il y a aussi des recherches sur comment on peut couler le béton, par exemple, en ne plus utilisant de coffrage. Donc là, c'est le cas de ce béton dont je parlais à l'instant. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, dans ce moment un petit peu de diversification, de recherche du bon matériau au bon endroit, de ne pas jouer le jeu des bons et des méchants. Oui, je suis entièrement d'accord. Parce que de toute façon, on a un territoire tellement construit, tellement dense, en tout cas en France, que si on se met à raisonner que nature à 100%, on est obligé de tenir compte de l'existant, on en parle de plus en plus, et de refabriquer autour de cet existant, et en plus de faire évoluer les usages, parce que évidemment, avec tout ce qui nous tombe dessus en ce moment, on ne travaille plus de la même manière. Je pense qu'il y a justement dans l'idée que l'architecture devient dynamique, encore plus qu'avant. C'est vrai qu'il y a la question, on va dire, de la reterritorialisation des matériaux dont je parlais juste avant, cette question climatique, et puis la question des usages, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, qui est en train aussi de faire réfléchir même les promoteurs sur qu'est-ce que c'est qu'un plan de logement. Quand je bossais à Rotterdam, on travaillait beaucoup sur ça.
sur l'évolution du plan du logement, qui est en fait, on le voit toujours, hein, une bonne partie des plans de promoteurs, c'est des plans hérités des années 50, des années 60, avec la partition jour-nuit, avec cette famille nucléaire aussi, les parents, les 2 enfants. Un T3, c'est un T2 plus une chambre. Un T4, c'est un T3 plus une chambre. Le salon n'évolue jamais. Et ça, c'est vrai que c'est en train de changer beaucoup. Et pareil, en ce moment, il y a des super architectes qui sont pas là depuis hier. Il y a Sophie Delay qui travaille beaucoup là-dessus. D'ailleurs, ce serait bien qu'elle vienne ici. Qui est passionnante, je pense, dans les dispositifs qu'elle met en place. Bon, il y a une ancienne agence, donc Star à Rotterdam, mais pas que. Et donc, c'est pareil, cette dynamique par l'usage, et le Covid en ça, je pense que ça nous aura paradoxalement beaucoup aidé en tant qu'architecte, parce que maintenant, on peut vraiment pouvoir défendre aussi un plan évolutif. Ouais. Parce que maintenant, Mais alors, un plan évolutif, justement, est-ce que c'est juste un espace qu'on se réapproprie en permanence ? Et comment on peut se le réapproprier Parce que moi, je pense à Lotz de Pont-de-Beauclerc. Bon, c'est peut-être un peu de parti pris, mais c'est vrai que déjà, il travaillait sur ces problématiques avec des cloisons amovibles, etc. Et puis, à l'usage, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas très bien parce que ça induisait une légèreté de matériaux que les gens n'avaient pas l'habitude de manipuler. Et au bout d'un moment, c'était un petit peu le fiasco. Matériellement, comment ça se traduit ? Quelles sont les tendances Alors, quand je travaillais à Rotterdam, on s'était rendu compte finalement qu'il y avait peut-être en effet deux manières de voir l'évolutivité. Il y a la manière Lodz dont vous parlez, peut-être, ou même la manière Beaubourg, peut-être, de dire en fait on a des grands plateaux avec un plan libre, une structure qui est une structure poteau-poutre avec des grands plateaux complètement réaménageables. Ça, c'est une façon de faire. Et puis, il y a une deuxième façon qui est de prévoir des dispositifs d'évolutivité qui sont vraiment pensés à l'avance et qui sont extrêmement situés dans l'architecture. Donc, à savoir, par exemple. Si je prends l'exemple d'un projet qui est en train d'être construit par Star, donc à Ivry-sur-Seine, qui est donc dans la ZAC Ivry-Confluence sur le lot 3H, voilà, donc ça s'appelle le projet 3H, un peu comme ça. On a beaucoup travaillé à l'époque sur la possibilité de fusionner ou de dédoubler des logements. Et on s'est rendu compte que finalement, ça rentrait trop dans le détail, mais ça tenait en partie 2 choses. Une, c'était de quel est l'endroit qui assure la connexion entre ces 2 unités. Donc en gros, c'est prévoir une porte dans une paroi porteuse ou non porteuse, mais qu'on va pouvoir retirer à moindre frais. Donc en prévoyant à l'avance combien va coûter le fait d'enlever un bout de cloison et de le remplacer par une porte ou inversement. Et de le positionner très justement dans l'appartement pour que cet ajout ou ce fait de retirer cette cloison n'obère pas finalement la fonctionnalité du plan. Et ça tient aussi dans les réseaux, puisque si finalement on divise en 2 un appartement, il faut prévoir la possibilité d'avoir un compteur en plus, d'avoir peut-être une arrivée d'eau en plus. Donc en fait, dans ce projet, il y a beaucoup de mesures conservatoires qu'on a mis en place avec les ingénieurs avec qui on travaillait à l'époque, pour justement en fait prévoir des réseaux en attente, donc prévoir un budget complémentaire, mais qui reste un petit peu, malgré tout, dans un équilibre de promoteur, qui reste viable, c'est-à-dire que l'évolutivité ne doit pas coûter à l'avance, plus de 10% du logement. Ça doit rester sur une fourchette. Une fourchette assez basse pour que ça marche, pour que ça puisse être accepté par un promoteur ou même par un bailleur social. D'accord. Bon, alors maintenant, on a fait le point sur l'ère du temps et ces sujets qui vous animent. Est-ce qu'on peut en revenir aux Marneurs ? Bien sûr. Et alors, pourquoi les Marneurs ? Je crois que c'est en lien avec Marlin Vallée. Oui, alors les Marneurs. On s'est connus tous les 3 donc, au sein du DSA de Marne-la-Vallée, DSA d'architecture urbaniste de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, à une époque où c'était encore Yves Lyon qui assurait, on va dire, la direction du DSA, à une époque où Frédéric Bonnet, donc 2e Grand Prix de l'urbanisme, prenait la co-direction. Donc c'était pareil une année, je pense qu'on a été très chanceux, une année du coup qui mixait des architectes et des paysagistes. Au sein de la promotion, on s'est rencontrés là. Et puis après, donc on a chacun fait nos bonhommes de chemin, moi à Rotterdam, Antonin à La Rochelle, Julien à Genève. Puis on s'est retrouvés... par hasard. On va dire au hasard de concours d'idées. On s'est dit, tiens, on avait vu un concours d'idées, on s'est appelé. On a fait ce concours et il fallait trouver un nom. Donc à l'époque, on ne savait pas trop quoi prendre. Et sur la blague, on a pris les Marneurs. Marne-la-Vallée. De Marne-la-Vallée, on s'est dit, bah oui, les Marneurs. Par exemple, il y a l'idée
des mecs qui bossent, Ouais. peut-être qui charrettent Qui un petit peu, ouais. qui se creusent un petit peu les méninges un petit peu trop. Je dis tiens, c'est intéressant, c'est un clin d'œil. Et puis après, on a fait un deuxième concours d'idées, donc on a fait Europe 1, sur lequel on a été primé, l'Europe 1 14. Et puis à partir de là, on s'est dit tiens, en fait, on aimerait bien continuer à bosser ensemble. On a répondu à quelques appels d'offres publics, et puis on en a gagné quelques-uns. Et donc, vous avez gagné le fameux projet qui vous a permis de démarrer l'agence. Voilà, c'est un petit peu ça. Et du coup, le mot démarreur est resté. Et alors, notre logo est une baleine. Et en fait, c'est une baleine parce que ce premier concours sur lequel on a travaillé, donc c'était sur la côte d'Albâtre. C'était un concours un petit peu utopique aussi. Et c'est cette idée des littoraux déjà qui était là. Et voilà, et Julien avait dessiné une baleine, une très belle baleine, avec, je crois, l'aquarelle aussi qui était hyper belle. Et il nous avait dit, voilà, si on perd le concours, ça sera notre trophée. On aura au moins ce truc-là en souvenir. Et puis du coup, elle est restée, mais pas parce qu'on a perdu, mais parce on a été primé, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, c'est devenu Mascotte. votre logo, votre mascotte, votre porte-bonheur. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les Marneurs, ça interpelle les gens, et puis du coup, on n'est plus Geoffrey, Julien, Antonin, on est les Marneurs. Donc voilà, ça devient un petit peu presque une marque. Alors, est-ce que vous voulez maintenant parler de vos projets? Projets emblématiques ou projets actuels? Euh, alors les projets, peut-être je dirais, voilà, on va dire notre spécificité, un peu de ces trois compétences, de ces trois champs de savoir, ça a fait que finalement on est rentré dans le métier, on va dire, de l'aménagement par la grande échelle. On a commencé en fait à bosser plutôt sur des études urbaines, puis ensuite sur des études, ça a glissé un petit peu plutôt d'espace public, et puis de maîtrise d'œuvre aujourd'hui plutôt d'architecture. Et en fait, ces trois types de projets se font un peu parallèlement aujourd'hui. C'est-à-dire c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est plutôt un ensemble. Et donc, on a notamment démarré, je pense, avec deux projets plutôt de territoire. Un de territoire et un projet urbain, voilà, on va les appeler comme ça. Un projet à La Rochelle, où en fait on est intervenu sur ce qu'ils appelaient à l'époque la séquence littorale au sud de La Rochelle, en fait, qui est un grand bout de littoral qui est composé de trois communes et qui avait été ravagé par la tempête Xynthia, donc avec quelques morts sur le site, et puis beaucoup de maisons qui avaient été rasées juste après la catastrophe par l'État, voilà, sous l'effet du choc, on va dire. Donc ça a créé qui s'appelaient les zones noires, qui sont devenues les zones de solidarité. Et puis donc l'agglomération s'est dit, tiens, mais comment on peut continuer de valoriser un peu ce morceau de territoire, et puis comment un petit peu pas oublier, parce qu'il faut garder la mémoire du risque, mais comment on peut réhabiliter un petit peu ces territoires qui aujourd'hui du coup sont des friches sur lesquelles on a encore les gravats des anciennes maisons détruites, etc. Et du coup, nous on est arrivé là, les Marneurs et l'atelier Landscape, et puis on a re-questionné cette bande littorale par la géographie. Et en fait, on s'est rendu compte que les fonctionnements qui définissaient cet espace-là, c'était pas une bande littorale, c'était toute l'hydrographie, tout le bassin versant et la présence des marées en fait. Donc les grands mouvements d'entrée et de sortie, on va dire des eaux maritimes dans les espaces, on va dire Oui, de des terre. marais. Exactement. Des marais salés. Exactement. Ouais. Les marais doux, les marais salés. Et en fait, c'est finalement la présence du marais qui a fait le projet. Et on a réussi à fédérer tous les élus qui n'avaient plus du tout cette vision-là. Et donc c'est devenu un projet passionnant qu'on a appelé le Parc Plus de Degrés, qui anticipe aussi toutes les questions liées au réchauffement climatique, et qui est toujours aujourd'hui en cours. C'est une mission qui devait durer 1 an et demi. Là, ça fait plus de 3 ans qu'on bosse dessus. Voilà, enfin, on a eu des missions complémentaires pour faire vivre en fait cette idée et ce plan guide. Et du coup, ça devient une réserve naturelle? Comment... En fait, ça reste une mosaïque. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des espaces aujourd'hui, plutôt les espaces de plage ou les espaces dunaires, les dunes qui avaient été complètement saccagées depuis les années 70. Les dunes étaient même utilisées comme des carrières de sable pendant un moment. On oubliait complètement que ça servait à quelque chose. Donc il y a une part de renaturation, des dunes, des marais, etc. Puis il y a une part d'évolution aussi, par exemple, des espaces agricoles, avec la volonté, puis la nécessité de changer un petit peu certaines pratiques à certains endroits, notamment surtout sur les espaces littoraux, de passer d'une agriculture qui est très intensive, très mécanisée, à une agriculture plus biologique, qui compacte moins les sols aussi, qui travaille plus avec le vivant.
Et puis, il y a aussi la question touristique, du loisir. J'allais vous poser la question. Voilà, de pouvoir refaire venir du tourisme vert ou du tourisme presque quotidien, de pouvoir se réemparer de ces territoires, donc ces bouts de marais qui existent aujourd'hui, mais on n'y a plus trop accès parce que justement les chemins sont en friche, l'hydrographie est un petit peu oubliée, elle a été un petit peu comblée par l'agriculture dans les années, plus les années 60 on va dire. Il y a les parcs ostréicoles qui sont des endroits fascinants, mais qui là à La Rochelle, pareil, sont un petit peu endormis, qui sont aussi à révéler, mais il ne faut pas non plus trop embêter les ostréiculteurs, parce que voilà, Ils veulent bosser. Ils veulent bosser. Donc c'est passionnant, et là on le voit, enfin là du coup, autant tout à l'heure on parlait de Marcel Lodz, là on parle de choses qui n'ont plus rien à voir avec l'architecture quasiment, mais ça reste aussi en fait le rôle de l'architecte, du paysagiste, de l'urbaniste, de réfléchir en fait à ces espaces-là, et c'est passionnant. Et puis peut-être, donc, si je peux switcher sur un autre projet, c'est un projet à Cherbourg, où là on a travaillé, parce que la mission vient de se terminer, avec CETEC, donc qui est un grand groupe d'ingénierie à l'échelle nationale, voire même plus. Et on a été retenu avec eux pour le réaménagement d'un quai qui s'appelle le quai Lawton Collins, qui est le quai qui accueille la cité de la mer, qui est l'ancienne gare transatlantique, et le Redoutable, le sous-marin le Redoutable. Et ce quai, aujourd'hui, voilà, il est un petit peu, on va dire, en mutation, puisque une part de l'industrie a un peu migré. Donc, la communauté de Cherbourg-en-Cotentin se pose la question comment faire évoluer ce quai par rapport aux questions de réchauffement climatique et de submersion marine. Et donc là, voilà, c'est un projet un peu, pour nous, qui a été un peu manifeste, parce qu'on a vraiment réfléchi sur ces questions-là, sur du très long terme. Mais alors, du coup, on se protège plus par des digues ou on cherche plus à retenir l'eau? Comment on fait des espèces de dalles flottantes qui vont monter et descendre avec l'eau? Comment ça se passe? Alors, je dis n'importe quoi. Ouais, alors, il y a des exemples comme ça aux Pays-Bas, en Angleterre, qui sont un petit peu techniques et technologiques, qui ne sont pas forcément adaptés au territoire de Cherbourg. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, nous, ce qu'on a défini finalement, c'est qu'il y a 3 postures de l'aménagement. Il y a une posture qui va être celle de se surélever par rapport au risque. Donc c'est la construction sur pilotis, c'est le fait de remblayer. Il y a une posture qui est protectrice, ça va être des endiguements, de créer des architectures avec des rez-de-chaussée, on va dire, un peu bunkerisés. Et puis il y a une attitude qui va être un peu de céder, au bout d'un moment, de laisser rentrer l'eau. Et nous, sur Cherbourg, là où on a essayé d'être un petit peu innovant, c'est de ne pas prendre parti pour une solution ou pour une autre exclusivement, mais de voir comment ces 3 familles de postures pouvaient s'articuler dans le temps et en fonction des niveaux d'aléas, que ce soit sur l'espace public et sur l'architecture. Donc là, à Cherbourg, l'idée, dans tous les cas, c'est pas du tout d'endiguer le quai, puisque l'idée, c'est de vraiment rester sur un fonctionnement urbain, des vues sur la mer, donc c'est de rester sur un paysage ouvert, mais plutôt de légèrement travailler sur les altimétries, pour pouvoir garder à un horizon 20 ans, 50 ans, des espaces publics fonctionnels en cas d'une crue cinquantennale. Et on a aussi essayé de réfléchir dans l'architecture, comment les rez-de-chaussée pouvaient aussi s'adapter, par exemple même en 2050-2080, à une lame d'eau qui pourrait survenir, dont on n'a aujourd'hui pas encore prévu la possibilité. Aujourd'hui, en fait, donc là, c'était hyper intéressant de travailler avec Hydratec, par exemple. On a pris les simulations d'évolution du niveau de la mer actuelle, et puis on a rajouté un curseur réchauffement climatique. Et on a rajouté un deuxième curseur réchauffement climatique plus, parce qu'on s'aperçoit que les prévisions du GIEC sur lesquelles on se base, elles ont tendance un petit peu à augmenter. Du coup, on a essayé de réfléchir, voilà, un rez-de-chaussée, comment est-ce qu'il peut, peut-être dans 50 ans, devenir un rez-de-chaussée qui est résistant, un petit peu comme à Fun City, où on peut avoir des dispositifs anti-submersion. Mais est-ce que peut-être en 2080, quand l'eau peut-être va remonter un petit peu trop, ces rez-de-chaussée vont pouvoir au contraire laisser rentrer l'eau, parce que la lame d'eau sera devenue trop haute. Et on a eu ces mêmes réflexions voilà, sur l'espace public, qui doit aussi, et sur le paysage, qui doit aussi pouvoir accepter cette eau saumâtre, cette eau salée, et qui doit aussi la ressuyer, c'est-à-dire qui doit pouvoir accompagner, une fois que la marée est redescendue, le ressuyage des eaux, le retour des eaux à la mer finalement. Finalement, le littoral français va devenir un peu Venise. Par endroit. Par endroit. Et à travers ça, un laboratoire, en fait. Parce que, voilà, c'est vrai que ça pousse à nous poser la question, comment vivre sur un territoire
qui va connaître des fluctuations de l'eau. Et alors, soit on peut dire on s'en va, on va ailleurs. Donc c'est l'idée du retrait stratégique. Et par endroits, c'est très pertinent. Par endroits comme à Cherbourg, sur le quai Lawton Collins qui est déjà construit, qui est déjà un polder, on va se dire plutôt que d'aller construire sur l'agriculture à 10 km, on va plutôt choisir de construire dans un espace dont on sait qu'il va être en partie inondable, mais qui est déjà un espace urbanisé en fait. Et donc on va faire la ville sur la ville, mais une ville inondable. Et donc c'est en ça que c'est passionnant, c'est que sur ces questions-là, en fait, il faut pas, je pense, c'est comme pour le béton et les matériaux biosourcés. Il faut éviter d'être radical. On peut être radical. Mais pas dogmatique alors. Exactement, voilà. Ouais. Une architecture ? Oui, alors rapidement, peut-être j'en évoquerai deux. En fait, une, c'est plutôt un espace public sur lequel on travaille à Bruxelles. Alors il y en a plusieurs, mais il y en a un, il est intéressant, c'est un skatepark qui est inclus dans une architecture d'une agence qui s'appelle 51-4E à Bruxelles, qui est une recyclerie. Et donc là, on a créé un skatepark qui est à la fois un espace public, qui s'adresse à la fois à la recyclerie et à la fois, on va dire, aux skateurs, aux passants, mais qui a aussi une fonction de gestion des eaux pluviales. Et en fait, c'est hyper intéressant qu'on a travaillé en collaboration avec un architecte paysagiste finlandais, qui s'appelle Jane Saarajo, qui est un peu une star dans son domaine. Et avec lui, en fait, on a dessiné un skatepark dont le dessin est, on va dire, influencé par l'infiltration de l'eau. Et donc, ça a généré un skatepark en forme de serpent, qui réinterprète un petit peu la course de l'eau, mais qui génère en fait aussi autant de jardins de pluie. Et donc d'un espace un peu très minéralisé, on est passé à un espace qui est à la fois minéralisé, parce que les skateurs ont aussi besoin d'espace de plateforme de skate. De glisse, voilà. Mais là, il y a aussi une partie où le paysage il est venu s'incruster un petit peu dans les espaces de glisse. Et donc les skateurs vont, donc là c'est un projet qui rentre en chantier en ce moment, les skateurs vont un peu skater entre des espaces de bassins de gestion des eaux pluviales. Donc voilà, c'est un projet qu'on aime bien, parce qu'il est... complètement atypique. Il est atypique, voilà, il est lié entre Bruxelles et Helsinki, avec des gens, parce que le monde du skate, c'est un monde assez particulier aussi, avec même les entreprises de skate sont des mecs qui viennent du monde du DIY, donc qui sont aussi des skateurs, donc voilà, c'est un milieu aussi assez passionnant. Et puis peut-être une architecture. Là en fait, on vient de livrer un projet qui est alors, rien à voir avec tout ce que je raconte depuis le début. Mais celui-là, c'est un projet qu'on vient de livrer dans la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Donc on a eu la chance de travailler sur ce projet, où on a réaménagé des salles de lecture qui sont dans des locaux, dans des bouts de bâtiments en fait, qui ont été ajoutés à la BSG dans les années 50. Et qui communiquent directement en fait, avec la grande salle de la Brouste, que tout le monde connaît, qu'on voit un petit peu dans les films, etc. Et donc on a fait un projet, donc on est en collaboration avec un collègue architecte qui s'appelle Marc Immense, et puis avec tout un tas de compétences aussi. On travaille avec un ébéniste, on travaille avec j'imagine un coloriste. On fait pas n'importe quoi à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voilà, c'est ça. Et donc là, on vient de livrer ce projet sur lequel on s'est attaché à maximiser le plus possible un travail presque de mobilier, d'ébéniste, en gros avec l'utilisation du bois, et un travail presque d'assemblage, de montage. Et en fait, on a hérité notamment d'une grande salle qui est une grande coque vide, en béton, parce que donc c'est une architecture des années 50. Donc on a hérité d'une grande coque vide, et puis plutôt que de soit tout réhabiller, soit tout recloisonner, on a essayé de magnifier un petit peu cet espace-là, à travers en gros le travail du bois. Vous avez donné de la chaleur. Voilà, de la chaleur et une finesse à travers le bois qui du coup rentre en contraste avec le béton préexistant qui est complètement curé, donc on a encore des traces presque du chantier. Et puis alors ce qui est marrant, c'est en fait une artiste qui s'appelle Vibeke Torchner, qui est une artiste norvégienne, avait donné un tableau à la BSG. Ils ne savaient pas quoi, enfin au début ils ne savaient pas trop où le mettre, ils se sont dit on va le mettre dans cette salle-là. Et plutôt que d'en faire un peu un élément, on va dire, annexe, on en a fait un petit peu le tableau c'est devenu le régulateur de tout l'espace. Et ça a généré toute cette architecture de bois, on va dire. Et ça a été assez touchant finalement, parce qu'on a travaillé presque 1 an et demi sur ce projet. Et puis à la toute fin, quand le projet a été livré, il ne restait plus que, on va dire, le support du tableau qui attendait le tableau.
Et puis il y a l'artiste qui est arrivé donc en camion depuis la Norvège et qui est venu installer son tableau à 2 centimètres près, quoi. Le tableau rentrait parfaitement, et puis l'espace a pris tout son sens. Ouais. Et puis l'artiste était hyper ému, et donc ça nous a aussi ému. Donc c'était une belle rencontre. Et donc voilà, ça c'est un projet qui vient de se terminer, dont on est une belle aventure humaine. Ouais. Vous êtes fiers de ce projet. Oui, on en est content, mais surtout de l'aventure humaine, des gens qu'on a rencontrés. Et donc dans cet espace, vous avez travaillé sur la fonctionnalité aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Bah oui, sur l'ergonomie en fait aussi de l'espace. On a aussi travaillé avec des jeunes designers sur tout le mobilier, donc des tables, des chaises, des fauteuils. On a réussi à pas avoir de mobilier très standard. On a beaucoup travaillé, voilà, donc un distributeur qui s'appelle Can Design à Paris, qui est un distributeur libanais, mais dont les ateliers sont au Liban, mais qui a son siège en France, et qui fait travailler des jeunes designers français. Donc là, on a mis en place des tables en chêne qui sont hyper fines, hyper belles, d'un jeune designer qui s'appelle Léonard Cadide. Et donc oui, en effet, on travaille sur l'ergonomie à travers ses compétences. C'est ça qui est intéressant dans ce métier, en fait, c'est qu'on ne sait rien faire tout seul. On s'associe, en fait, tout le temps. Et ça se passe souvent très très bien. Et du coup, voilà, à la fin, quand le projet est livré, c'est un plaisir parce que c'est un peu la victoire de tout le monde, quoi. Vous travaillez tous les 3 tout seuls ou vous avez une petite équipe? On a une petite équipe, on est 5 en fait. Donc on est 2 à Paris et on a une jeune collaboratrice qui s'appelle Colline, qui travaille avec nous à Paris. Et puis on a une autre collaboratrice à Bruxelles qui s'appelle Florence, qui travaille avec Antonin. D'accord. Comment imaginez-vous l'avenir? Je crois que vous l'avez déjà pris en main. En quelques mots, pour pas trop nous étendre, mais voilà, c'est un avenir dynamique. Ouais. Donc ça rentrait dans, on va dire, des mots à la mode, peut-être flexibilité, agilité, etc. En tout cas, c'est dynamique. Donc nous, voilà, ça nous demande d'être dynamique à la fois dans nos manières de faire du projet, mais aussi d'avoir une entreprise, tout simplement, parce que voilà, les choses évoluent très vite. Cette année, les entreprises ont dû apprendre du jour au lendemain à travailler à distance, par exemple. Donc, c'est un avenir qu'on peut voir de manière pessimiste, pourquoi pas. Je pense qu'il faut essayer au maximum de le voir de manière lucide. Et il faut aussi être optimiste. Voilà, je pense qu'il y a un vrai débat, parce que je ne sais plus qui a dit cette phrase-là, on n'a plus le choix d'être pessimiste. Il faut être optimiste, il faut y aller. Oui, mais en même temps, moi, je suis aussi assez... Chaque époque a eu ses fléaux, de toute oui, façon. C'est ça. Mais je trouve que, voilà, donc je pense que vous poserez peut-être après la question en rapport avec les étudiants. Ouais, voilà. On peut déjà y passer. Hein. Quels conseils donnez-vous à vos étudiants et plus largement à tous les étudiants? Qu'est-ce que vous dites? Justement, voilà, par rapport à cette question-là de faut-il être pessimiste, lucide, optimiste envers le futur. Ouais, vous allez dire que je fais des réponses de Normand un peu, mais je n'ai rien dit. Donc, je vais prendre un exemple. Dans le cadre des Utopies constructives, là, du festival qu'on organise avec mes collègues du Beta et avec le campus des métiers d'art notamment et la chancellerie des universités de Paris, on fait travailler des étudiants des écoles d'art, donc l'école Boulle, Dupéré, Olivier de Serres, qui ont travaillé là pendant quelques mois sur la réalisation de vidéos dans le parc de Richelieu pour imaginer l'utopie de demain, quoi, l'utopie du parc de Richelieu dans 5 ans, dans 50 ans, dans 500 ans. C'est un exercice très libre. Et donc on y est allé en tant que, on va dire, entre guillemets, jury de ce travail il y a quelques semaines. Et puis c'est vrai que toutes les vidéos étaient toutes très très bien, poétiques et toutes plutôt positives. À Nancy, je vois mes étudiants sont aussi plutôt dans une position un peu positiviste aussi de l'avenir, de l'éco-matériaux, etc., l'éco-construction, etc. Ça manque un petit peu, je pense. On ne devrait pas s'interdire aussi d'avoir des idées noires, de projeter aussi parfois dans des projets, dans des productions encore plus étudiants, des avenirs noirs. Moi, je pense ça. Je pense que sur, 100 productions, je trouve que ça serait aussi sain de se projeter dans des avenirs moins positifs, dans lesquels les pandémies peut-être deviennent de plus en plus fréquentes, dans lesquels on n'a pas réussi à s'adapter à la submersion marine. Voilà. Ne soyons pas trop candides alors. Oui, peut-être. Parce que je pense que ça peut aussi nous aider, en fait, à prévenir. À prévenir aussi, voilà. Donc oui, je pense qu'il faut être un petit peu tout ça à la fois. Mais en effet, voilà. Par contre, le principal, c'est peut-être le plus dur à tenir. La plus grande question, c'est comment être tout ça à la fois, y compris pessimiste, mais à rester heureux.
Voilà, et ça c'est un truc qu'on raconte beaucoup à nos étudiants, surtout à Nancy, on a une super équipe pédagogique. C'est quand on voit que ça va pas, qu'ils sont stressés, etc., on leur dit mais il faut que tu bosses en te faisant plaisir. Même si c'est dur, mais il faut que tu trouves un minimum de bonheur dans ce que tu fais, quoi. Et c'est la grande question. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à être heureux malgré un avenir qui ne nous semble pas tout le temps, des fois oui, mais pas tout le temps positif, quoi. Voilà. Bon, ce sera être heureux, c'est votre mot pour conclure. C'est très bien, ça me va très bien. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à voyager autant lors de ce podcast. Super enrichissant, plein de références et votre travail passionnant. Et j'espère que vous reviendrez un jour tous les trois, que vous pourrez vous offrir ce luxe de vous réunir encore autour du micro. Oui, écoutez, avec grand plaisir. Pour une prochaine fois, je laisserai parler davantage mes deux associés qui ont aussi beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Geoffrey. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas la version anglaise. Prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.